Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laurent David, vigneron au château Edmus, un Saint-Émilion Grand Cru, mais aussi président de la WineTech. Bonjour Laurent, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, écoute, ça va pas mal. Les vendanges sont terminées, les vinifications aussi. Donc on peut se consacrer à tout le reste. Eh ben, impeccable. Alors, j'ai toujours une petite question de base que je pose à tous mes intervenants, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous dire comment l'univers du Web3, de la blockchain, de toutes ces nouvelles technologies se sont intégrées à ton quotidien et comment tu as pu t'en servir pour l'appliquer à ton activité, dont tu vas nous dévoiler un peu tout ça juste après. D'accord, écoute, pour un vigneron, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je ne suis pas du tout issu d'une famille de vignerons. J'y suis venu tard, en 2019. Bon, avant, j'ai travaillé dans la tech, justement, figure-toi, et travaillé pour plusieurs entreprises durant ma carrière, mais la dernière, c'était donc Apple, où je suis arrivé, où j'étais le premier embauché sur l'iPhone, en ayant quitté Nokia à cette époque-là, en 2007, pour venir lancer l'iPhone donc, en France et en Europe. Et donc voilà, j'ai toujours eu un pied dans la tech, mais toujours aussi un autre pied qui était vers mes racines du côté du sud-ouest, où je revenais faire les vendanges chaque année, comme j'avais pu les faire étant beaucoup plus jeune, avec toujours cette petite musique au fond de moi qui disait quand je serai grand, je serai vigneron, je ferai mon vin. Et donc, ça ne m'a pas quitté, puis jusqu'à un moment où tu te retrouves, tu as plus de 40 ans, et tu dis quand je serai grand, je ferai mon vin, et tes enfants te disent ouais, mais t'es grand là. Donc, genre, il faut y aller. Et ils avaient raison. Et donc voilà, quelques parcours de vie, quelques accidents par-ci par-là. Et puis, on rentre en France et donc, je fais l'acquisition de ce tout petit domaine, le château Edmus. Mais je garde un pied dans la tech. Je garde un pied dans la tech parce que j'étais un peu business angel aussi à mes heures. J'avais investi dans plusieurs petites startups qui se trouvaient être dans le vin et dans la tech, dans la wine tech. Et puis se crée à ce moment-là précisément l'association La Wine Tech, qui existait un peu comme un mouvement informel et qui là se structure, recherche un président. Moi, j'avais un petit peu de temps, du moins je croyais. Et me voilà donc président de cette association. On avait 30 startups à l'époque, principalement sur l'aval de la filière, commercialisation, etc. Et donc, on développe ça très, très bien. Aujourd'hui, on a plus de 140 startups. Et pour en revenir à ta question initiale du Web3, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu arriver fin 2021, début 2022, un ensemble de startups qui viennent nous rejoindre et qui nous disent ouais, nous on veut lancer des NFT, on est dans la blockchain. Et donc, bien sûr, j'avais vu les acronymes quelque part, mais j'en savais pas plus et j'en ai envie de m'expliquer. Et je trouve ça juste extraordinaire, tellement adapté à l'univers du vin. Et donc, bien sûr, on les accueille avec grand plaisir. Une dizaine de startups, pareil, comme ça, au sein de la WineTech. Certaines lèvent des sommes phénoménales pour le secteur du vin. On voit des startups qui, en seed, arrivent avec du 6-7 millions d'euros, chose qu'on n'avait jamais vraiment vue à ce moment-là. Et puis, qui construisent des offres. Et donc, je me dis, il faut tester le concept. Il faut voir, il faut apprendre. Et donc, je fais un premier drop avec une collection, une série limitée de 10 Magnum, fait avec un crypto-artiste tatoueur qui nous fait des étiquettes fabuleuses. Et 10 Magnum d'un vin, une cuvée très rare. Et on les met aux enchères avec un des partenaires de la WineTech qui s'appelle Ideal Wine, qui était en train de déployer sa stratégie Web3. Et c'est incroyable, les prix s'envolent, ça démarre à 1 euro. Et 9 jours après, la première bouteille est adjugée à plus de 5 000 euros. Donc, waouh, il se passe un truc. Bien sûr, les bouteilles étaient magnifiques. Les œuvres faites par Dimitri HK, donc c'est le nom du tatoueur crypto-artiste, elles étaient magnifiques. Mais ça dépasse quand même l'addition de toutes ces choses magnifiques pour arriver à un prix qui me paraissait juste extraordinaire, quoi.
Donc voilà, donc nous voilà à avoir réussi en février 2022 un premier drop sur une série limitée, une collection de bouteilles et qui s'enflamme et on se dit waouh, il se passe quelque chose, il faut qu'on creuse le sujet. Waouh! Alors là, j'ai énormément de questions qui arrivent et il y a énormément de choses qui m'intéressent à travers, ton profil, ton activité. J'en relève déjà quelques-unes. Déjà, le fait qu'il y ait un gros revirement dans ta vie professionnelle, hein, passer de Apple à devenir vigneron, c'est quand même pas commode. Je pense qu'il y en a pas 36 comme toi qui ont fait ce choix-là et je trouve ça déjà passionnant de revenir, voilà, aux racines, de changer complètement d'environnement et d'activité. Donc ça, c'est un point super intéressant et je pense que c'est inspirant de se remettre en question et de toujours aller plus loin dans ses rêves, dans les projets qu'on a. Et voilà, des fois, on est pris dans un engrenage et on est un peu aveuglé par tout ça. Je trouve que c'est ça fort comme choix que tu as fait à ce niveau-là. Il y a aussi donc tout le côté vin. Donc, il va falloir que je te pose des questions sur le vin, le château Edmus. Voilà, tu vas me donner quelques détails là-dessus. Mhm. Mais aussi, ce que je trouve ça fort, c'est que tu as une vision très large du croisement entre la tech et le vin, parce Oui, qu'avec la wine tech, tu te rends compte de toutes les startups qui oui, émergent dans le domaine du vin et c'était un super exemple pour raconter des histoires sur comment le vin va évoluer dans les prochaines années. oui, Donc voilà, oui. j'ai beaucoup de questions. Alors déjà, le revirement, bon, je pense qu'on va pas trop s'étendre là-dessus parce qu'il y a plein d'autres sujets, mais en tout cas, bravo pour ça et c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes. C'est des choix qui sont compliqués, mais je C'est pense que c'est vrai. très important que les gens se rendent compte que voilà, il y a la possibilité de réaliser ses rêves et de faire d'autres choses. Alors Apple, ça devait sans doute être super, mais c'est vraiment d'autres expériences, quoi. Mhm. Non, Est-ce non, que mais tu as je une sais. anecdote à faire à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on balaye directement le vin, les startups, la tech? Ou est-ce que tu veux revenir Non, sur mais une pas. facette de ton revirement de Apple Oui. au vigneron, quoi? Non, mais tout simplement, enfin, tu vois, c'est une entreprise fabuleuse hein, qui est très exigeante, qui m'a énormément fait grandir. J'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai travaillé avec des gens fabuleux. Ton niveau ne fait que monter parce que tu es entouré de gens qui ont un niveau stellaire, quoi. Donc ça, c'est très stimulant tous les jours. Et donc voilà, mais quand bien même, si tu veux, à un moment donné, une certaine routine s'installe. Chaque septembre, tu lances ton nouvel iPhone. Bon, voilà, il y a une forme de routine. Euh, et donc, sans vouloir dire forcément qu'on se lasse, parce qu'on ne peut pas se lasser de ce genre d'entreprise ni de succès, voilà, tu as quand même envie d'avoir un peu de nouveauté, de nouvelles choses. Et là, tu te poses la question, mais ouais, mais où est-ce que je vais aller? Alors, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je ne pouvais pas amener ma famille là-bas, on pouvait rester en Europe. Euh, quelles autres entreprises qui pouvaient m'intéresser? Ben, honnêtement, il n'y en avait pas. Quand tu as travaillé chez Apple, enfin, il y a un tel niveau que derrière, bon, il n'y avait rien qui était inspirant. Donc voilà, changer totalement de secteur, repartir à zéro, démarrer tout en bas, mettre les mains dans la terre. Enfin voilà, ça me semblait un beau challenge. Et, sortir de ta zone de confort, entreprendre, parce que voilà, tu es un peu livré à toi-même. Donc voilà, tous ces éléments-là, et puis ce produit merveilleux, le vin, qui est pour moi le plus beau produit au monde, même devant l'iPhone. Et ben, c'était un plaisir de pouvoir essayer d'y contribuer. Et donc, j'arrive avec mon regard, comme tu le disais, enfin, j'arrive avec mon regard de la tech. Euh, j'ai cette position privilégiée au sein de la WineTech d'être le président, donc de voir ces tendances qui arrivent, de voir ces entreprises, ces gens qui innovent, qui ont des idées, qui veulent renverser la table. Et donc, forcément, ce serait criminel déjà de pas, les tester, moi, de voir, d'aller plus loin et peut-être aussi de te faire une opinion de comment le digital va durablement impacter le monde du vin, puisque la révolution digitale du vin n'a pas encore existé, elle a existé dans plein de secteurs, mais le vin n'a pas encore été touché. Donc, est-ce que ce sera les NFT ou autre chose? Je ne sais pas encore. Nous verrons bien. En tout cas, ton héritage d'Apple te sert au quotidien maintenant et on comprend mieux la logique tech que tu as appliquée dans ton activité. Euh, on va parler de ce projet innovant derrière Edmus, le système d'allocataire. Enfin, il y a plein de choses à dire. Avant de parler de ça, on va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous parler un peu du vin Edmus? Et j'en profite aussi pour te signaler que j'ai fait 2 fois les vendanges, donc je connais, alors un petit peu, hein, je suis pas du tout un expert du vin, mais je connais voilà ce processus de vendange. J'ai adoré faire les vendanges. Je les ai fait 2 fois du côté de Mâcon, Ah, quand j'étais plus merveilleux. jeune. Voilà et moi j'ai adoré cette expérience. Ceux qui n'ont jamais fait les vendanges, qui ont la possibilité de le faire, je les invite vraiment à le Ah faire. oui. C'est une belle communion avec, des gens qui viennent de partout et moi c'était que quelques semaines, hein, je crois que c'était 2 semaines à chaque fois.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. En tout cas, moi, j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, maintenant que ma parenthèse personnelle est refermée, vas-y, présente-nous le vin Edmus, et le domaine. Enfin voilà, Alors, dis-nous un peu de ton vin. Château Edmus, puisqu'il s'appelle comme ça, c'est une toute petite parcelle qui se trouve à Saint-Émilion. C'est un grand cru. Il se trouve sur une parcelle. La première chose qui fait le vin, c'est le sol, la localisation. Et donc là, on est sur une plaine de sol, un sol, pardon, graveleux, sableux. Et donc, ces petites pierres de grave qui sont roulées depuis des millénaires, enfin, permettent de tempérer le sol, garder la fraîcheur et la chaleur la nuit quand on est en été. Et donc, c'est très particulier. Il y a une petite pente toute gentille qui permet aussi de bien drainer l'eau. Et donc, voilà, ce qui fait qu'il y a un climat, enfin, ce que les Bourguignons appellent un climat, une zone définie bien particulière pour Château Edmus avec ce sol-là. Deuxième chose qui fait le vin, c'est bien sûr c'est la plante, hein, les ceps de vigne, ce qu'on appelle. Et nous, on a deux types de vignes, de cépages, des merlots qui sont traditionnels à Bordeaux, et puis du cabernet franc qui est beaucoup plus anecdotique, sauf que chez nous, il représente plus de la moitié de ce qui est planté. Ce sont des vieilles vignes qui ont 50, 60 ans, qui vont en profondeur chercher les nutriments, les qualités du sol, l'eau quand il y en a besoin. Et donc elles donnent des raisins beaucoup plus concentrés, beaucoup plus riches. Et puis après, tout ça, il y a le travail. Ça, c'est le troisième élément qui fait le vin. Comment tu travailles ta vigne. Nous, le vignoble existe à cet endroit sous ce nom-là depuis 2007. Il y a des vignes depuis 1740 qui ont appartenu à la famille Lursalus, à différents comtes, à différents ministres. Lursalus, c'est eux qui possédaient le château Yquem. Et donc voilà, c'est notre tour maintenant d'avoir pris le relais. Et le travail que nous, on a choisi de faire de ce sol, c'est le travail le plus naturel possible. On est en bio, bien sûr, certifié, mais on est en biodynamie, c'est le niveau supérieur où il y a encore moins d'entrants. On travaille encore plus avec les cycles de la lune, les cycles des plantes pour les accompagner. On fait de l'homéopathie plutôt que du prescriptif. Donc, c'est quelque chose, c'est une philosophie, hein, c'est une façon de vouloir faire du vin. Derrière, une fois que les raisins sont dans le chai, voilà, on laisse la nature faire. Ce sont des levures indigènes, c'est-à-dire que la transformation du sucre en alcool se fait naturellement, sans aucun additif. Et puis, on ne met pas du tout, voire très très peu de sulfite. Le sulfite, c'est ce qui existe naturellement, hein, sur les grappes de raisin pour protéger le vin et que les hommes rajoutent en étant un conservateur. Nous, on essaie d'en mettre le moins possible. Et donc, voilà, on est sur des vins qui sont des vins de lieu, des vins les plus naturels possibles. On cherche à faire ressortir le côté croquant, juteux de ces fruits, ce terroir avec ses particularités. Et donc, voilà comment on fait notre vin. Donc, on a 3 cuvées, un grand cru, une cuvée 100% Cabernet Franc monocépage. Et puis, cette année, petite nouveauté, on a tenté un rosé avec des raisins de Saint-Émilion. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Je pense qu'on n'est pas nombreux à le faire non plus, quoi. Voilà nos vins, voilà ce qu'on fait. Et puis, on va aller beaucoup plus loin. On a des projets dans tous les sens. On ne s'interdit absolument rien. Ça doit être très créatif, le vin. Il ne faut pas sous-estimer cette possibilité de créer des choses, créer des cuvées. Il y a une volonté, on a une philosophie, on veut aller beaucoup plus loin dans le zéro carbone. Donc, on va faire des changements un petit peu drastiques, mais ça, j'en parlerai plus tard. D'accord. Et j'ai une question que je me pose, moi. À quel moment on peut estimer que son vin est un grand cru? Quel est le critère sur lequel ce statut repose pour D'accord. ce Il y a plusieurs, voilà, suivant les régions, suivant les appellations dans les régions, il y a plusieurs façons de regarder ça. Donc, je vais te parler de Saint-Émilion, qui est un territoire béni des dieux. Enfin, il y a de la vigne depuis, je ne sais même plus de dire la date, quoi. Mais 1700, 1640, je crois. Donc, mais bien avant, en fait. Les Romains, enfin voilà. Et donc, la façon dont Saint-Émilion s'est organisé, c'est que Saint-Émilion remet tous les 10 ans son classement en jeu. Et c'est la seule appellation à faire ça. Donc, alors c'est toujours critiqué parce que bien sûr, il y a des mécontents, il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais au moins, ça permet, si tu veux, afin de garder, de stimuler toujours l'éveil des vignerons, la concurrence et l'émulation.
Et donc, il y a un niveau, si tu veux, à Saint-Émilion de viticulture qui est absolument inégalé, quoi. C'est pas un classement qui existe depuis 200 ans et qui n'a jamais bougé. C'est un classement qui remet tout le temps en question. Donc, ben voilà, donc, pour devenir grand cru, alors Saint-Émilion basique, Saint-Émilion grand cru, c'est un grand cru classé, puis après, il y a classé A, classé B, enfin voilà. Il y a plusieurs niveaux. Ben, il y a un ensemble de cahiers des charges. On te dit, voilà ce à quoi il faut que tu correspondes sur le type de vigne que tu dois avoir, la distance entre les pieds, l'écartement. Enfin, il y a tout un cahier des charges qui définit la qualité, qui pousse à la qualité du sol. Et puis, quand on va vers les grands crus classés, là, il y a des jurys de dégustation. Il faut présenter plusieurs années de millésime. Il faut pouvoir aussi montrer qu'on est en capacité de faire parler de son vin, de le présenter au monde entier, que d'autres l'apprécient, que ce soit des dégustateurs, des restaurateurs. Donc, c'est assez. Les critères sont assez transparents, en fait. Hein. C'est pas du tout opaque. Et puis, bon, ben voilà, quand on va vers les très grandes crues classées, on vous demande bien sûr de pouvoir accueillir du public qui vient vous visiter. Il faut avoir un grand parking, il faut avoir. Voilà, donc, chose que nous, on est incapable de faire avec notre jardin. Mais voilà, nous, on se concentre sur le vin, sur la qualité du vin, sur être le plus naturel possible. C'est notre approche. On n'ira pas concourir sur les grands crus classés. C'est pas on n'en est pas en capacité. D'accord, mais c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais pas que des paramètres liés purement au vin en lui-même et l'espacement des parcelles. Il y a aussi d'autres choses, tu le dis, les parkings, la mise en avant, et cetera. Et une saine compétition du côté de Saint-Émilion, donc c'est Oui. intéressant de voir que c'est pas le cas partout. Et ok, bah, j'en apprends un peu plus aussi grâce à ces épisodes. Merci pour ces explications. On va arriver à la touche vraiment innovante du projet. Aide-nous, c'est la mise en place d'un système d'allocataires qui Oui. bénéficie des nouvelles cuvées. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je suis absolument pas le plus calé. C'est toi qui vas vraiment nous expliquer ça. Tu peux nous dire en quoi ça consiste, ce système d'allocataires pour les nouvelles cuvées? Oui, alors en fait, on est arrivé à un moment où, avec notre petite production, ben, on n'a pas assez de vin pour tout le monde. Voilà, c'est mécanique. Hein, quand vous produisez 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 bouteilles, ben, à un moment donné, vous êtes obligé de faire des choix de clients. Donc c'est compliqué de choisir à qui on vend, qui on ne vend pas. On garde toujours un peu de bouteilles, quelques bouteilles pour les restaurants dans lesquels on peut être découvert, c'est important. Tout petit peu quelques bouteilles aussi pour les marchés périphériques, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. On a arrêté de livrer en Chine. Voilà, on essaie d'avoir des bilans carbone raisonnables sur nos bouteilles et pas qu'elles fassent 3 fois le tour de la Terre. Donc, les marchés les plus importants pour nous, c'est les particuliers. Ce sont ceux qui nous suivent, qui achètent sur notre boutique en ligne depuis déjà quelques années. Voilà, mais là, on n'a plus assez de vin pour tout le monde, donc on a fermé la boutique en ligne depuis janvier. Et c'est plus possible d'acheter notre vin. Et on a prévenu tout le monde en disant, voilà, maintenant, on va passer en mode d'allocation. Donc, on a un certain nombre de bouteilles à répartir. On va les répartir au sein d'un club. On veut que les gens puissent faire partie de cet univers qui est le nôtre, que le partager avec vous. Donc, on crée 3 niveaux de cartes. Hein. C'est assez simple. Carte 6 bouteilles Magnum, carte 12 bouteilles, on l'appelait Jéroboam, c'est la taille d'une bouteille. Et puis carte 24 bouteilles, c'est la carte Balthazar. Tu vois. Balthazar, on crée 15 cartes, on ne peut pas en créer plus. Donc voilà, et on a proposé à nos anciens clients historiques, bien sûr, de devenir membres. Donc comment on a fait? On a mis en place un petit questionnaire en ligne avec une dizaine de questions pour que les gens puissent nous expliquer ce que le vin évoque pour eux. Est-ce que le bio, c'est important ou pas? Est-ce que le partage, c'est important ou pas? Voilà, on demande aux gens de nous parler d'une bouteille qu'ils auraient bu, qu'ils auraient touchée, enfin voilà. Et donc, à partir de là, on fait notre sélection. Les gens avec qui on semble avoir des accroches, on leur propose d'être whitelistés, donc de rentrer avant que la vente publique soit ouverte. Et puis, donc c'est comme ça qu'on procède. L'idée, c'est que les membres de ce club ont aussi toute une série d'avantages. Bien sûr, il y a les bouteilles qui leur sont réservées d'une année sur l'autre. Donc, si l'année prochaine, en 2024, quelqu'un qui a une carte de 6 bouteilles à qui on va proposer 6 nouvelles bouteilles du nouveau millésime, renouvelle, rachète ses bouteilles, il va prolonger comme ça sa carte de membre. Si son choix n'est pas le faire, ça s'arrêtera là. Et la carte pourra être remise en vente par lui ou par nous.
Mais surtout, ce que je disais, c'est qu'on veut vraiment souder cette communauté de clients. Enfin, c'est le premier cercle, hein, nos clients qui sont là. Donc, on a créé premièrement une DAO. Donc, on permet à chacun des porteurs de cartes, peu importe le niveau de la carte, mais d'avoir un droit de vote sur des sujets. On va les interroger plusieurs fois par an sur des sujets qui sont importants. Là, on travaille sur des nouvelles cuvées, on va leur demander ce qu'ils en pensent, on va proposer aussi, on est en train de refaire les étiquettes, donc on va proposer avec les étiquettes au vote. Donc voilà, c'est des sujets qui sont importants, hein, domaine de l'étiquette, c'est la première chose que l'on voit d'une bouteille, c'est son identité pour un vin, donc on va faire ça. On crée bien sûr un groupe WhatsApp où les gens sont en direct avec moi. On crée des événements au domaine. On crée, bien sûr, on stocke leurs bouteilles. Ça, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde a ses bouteilles qui sont stockées. La première année est inclus. Et ensuite, si les gens veulent qu'on continue à les stocker, je crois que ça va coûter une dizaine d'euros pour 6 bouteilles par an. Mais comme ça, la cave est déportée et à partir du moment où les gens veulent recevoir la bouteille et brûler leur NFT, burn, comme on dit, à ce moment-là, on leur envoie la bouteille et le NFT change de nature. Il ne disparaît pas, mais il change de nature. Pour bien identifier que la bouteille est sortie du stock. Donc voilà tout un ensemble d'expériences. Donc je disais pour les cartes les plus hautes, la possibilité de venir dormir au Chez, hein, de réserver la chambre. On a une suite qui fait 100 mètres carrés là. Et, les gens peuvent venir dormir, payer leur nuit bien sûr. On a un dîner qu'on fait une fois par an avec un chef étoilé parisien autour d'une verticale, une thématique de nos vins. La possibilité de venir partager ce dîner-là aussi est offerte. Les journées portes ouvertes. Enfin, porte ouverte, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, on n'est pas à porte, on est trop petit pour pouvoir être public, être ouvert, mais une fois par an, on ouvre notre cave et à nos clients. Et donc, les gens seront bien sûr invités à venir nous voir et discuter avec nous. On partage nos projets. Donc voilà, on veut vraiment créer cette communauté, cette expérience supérieure et pouvoir aussi bénéficier de leur opinion, de leur savoir-faire, s'ils veulent partager avec nous. Enfin, on ouvre les portes. Mais pas à tout le monde, que à ces membres-là, parce qu'on n'a pas la capacité de faire plus. Et oui, c'est la rareté et effectivement, vous avez 1,6 hectares, hein, c'est ça que tu disais? C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça, donc c'est Tout petit. et alors, je me disais, parce que c'est très intéressant de voir cette nouvelle approche, hein, c'est vraiment un nouveau modèle que vous appliquez là, tout récemment. Ah, on est les Pourquoi premiers, vous ça, avez je confirme. ouais, vous êtes les premiers. Voilà, c'est intéressant, il y a vraiment pas de concurrence à ce niveau-là, vous êtes des pionniers. Pourquoi avoir choisi de passer, par exemple, sur une blockchain pour cette nouvelle approche, plutôt que de passer par, je sais pas, un système centralisé où vous géreriez un peu la même chose, mais en coulisses, c'est pas une blockchain, c'est juste un serveur que vous gérez? Pourquoi vous avez choisi la blockchain? C'est intéressant, je pense, Alors, pour l'audience. c'est une très bonne question et en fait, là, ça nous a paru évident parce que le système des allocations est souvent un petit peu opaque. Quand tu es allocataire, tu parlais de Bourgogne, par exemple, mais des fois tu l'es, des fois tu l'es pas, tu sais pas. Comment tu fais pour devenir allocataire d'un grand domaine? Le parcours n'est pas fléché, c'est un petit peu obscur, il faut connaître du monde, etc. Donc déjà, on a choisi de le rendre plus transparent, de fixer des règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et donc voilà, quand tu es membre, que tu as une carte, cette carte t'appartient. On lui a mis une valeur de 0, c'est-à-dire qu'on ne la vend pas. Elle est attribuée à ceux qui achètent. Voilà, donc, mais pourtant, elle a de la valeur, puisque je t'expliquais, tu vois, tous ces avantages qu'elle procure. Et donc, le possesseur de la carte pourra la céder s'il le souhaite, donc avec une traçabilité de personnes à qui elle revient. Donc voilà, on crée quelque chose qui est beaucoup plus transparent, beaucoup plus visible et juste, à mon avis. Et ça, la blockchain permet vraiment de le faire. Ensuite, on crée aussi donc des smart contracts pour chacun des NFT. Donc, si tu as bien compris, il y a la NFT de la carte et la NFT des bouteilles. Chaque bouteille a son NFT. Donc, le smart contract de la carte, lui, nous rémunère à 30% quand elle sera revendue. Elle est donnée gratuitement. Et donc, si elle est revendue derrière, on va pouvoir en bénéficier. Et ça, clairement, tu vois, c'est une des technos qui sont permis par la blockchain, par le Web3. On sera sur Ethereum, donc voilà. Et, et puis après, il y a aussi cette communauté aujourd'hui qui nous intéresse. Ces gens qui ont investi beaucoup en crypto, qui ont cette façon de penser Web3,
ce sens de la communauté. Et c'est complètement ce que nous, on veut créer autour de nos vins. Donc on désespère pas d'arriver à toucher un public qui ne sera pas forcément connaisseur de vin, mais qu'on va pouvoir amener à se rencontrer ce bien physique et leur offrir, voilà, et les intéresser à notre travail, qui est peut-être des fois un petit peu loin du leur. Mais voilà, on va créer le lien. OK et c'est intéressant et ça a du sens, hein, sur tous ces aspects-là et il y a aussi l'aspect gouvernance, que tu avais Oui. mentionné juste avant. Donc ça il y a un système de vote pour prendre part à certaines décisions, du château. Donc moi j'adore ce concept-là. Donc tout ça OK, ça justifie le fait d'utiliser une blockchain. Est-ce que maintenant si je veux prendre part à l'aventure Enmeuse, que je veux devenir, allocataire, je commence par quoi? Et quel budget ça va me demander pour la carte, de 6 bouteilles? Enfin on va dire l'entrée, le prix d'entrée. Tu peux nous dévoiler un peu tout ça? Comment ça va se mettre en place dans les Alors, prochains jours, si je dis pas de c'est bêtises? qu'aujourd'hui, donc, j'ai aucun souci à en parler. Donc, on a 3 niveaux de cartes. La carte Magnum, donc 6 bouteilles, qu'on a mis à 280 €. D'accord? On a mis la carte Jéroboam, qui est la 12 bouteilles au prix de 530 €. Et la carte ultime, Balthazar, 24 bouteilles, à 1 000 € tout rond. Voilà. Donc, on voulait avoir un prix accessible, un prix d'entrée. Tu vois, les gens me disaient, mais pourquoi tu t'embêtes à avoir, tu fais que des cartes 24? Non, non, je pense qu'on veut pouvoir avoir un public plus large, peut-être plus jeune, et donc avoir un prix d'entrée qui soit raisonnable. Ça reste cher, 280 €, j'en ai bien conscience. Mais ça permet au moins de rentrer sur ce type d'expérience. Donc 280 €, c'est le prix d'entrée pour la carte Magnum. D'accord et ce prix-là inclut du coup un certain nombre de bouteilles ou c'est juste le prix Voilà. de Non, non, l'allocation, non, non, non. d'être C'est ce que je te allocataire? disais, c'est que la carte, la carte Magnum, qui est à 280 € comprend les 6 bouteilles. Il n'y a pas de surcoût. Donc, il y a déjà un discount qui a été fait, si tu veux. Alors, je ne te ferai pas le calcul précis, mais une bouteille de Château Edmus 2017 sera au même prix que la bouteille de Château Edmus 2016. C'est-à-dire qu'on ne crée pas d'inflation d'une année sur l'autre. Déjà, on voulait être transparent à ce niveau-là. Je sais que ce n'est pas la mode actuellement, mais voilà, ça nous paraissait une bonne décision. Ça nous permet d'avoir un équilibre dans nos marges. Donc on reste à 49 € la bouteille de 2017, comme le 2016. Tu appliques donc un discount en fonction du niveau de carte. Et donc, pour la carte Magnum, c'est 5% de discount. Et donc, 5% que tu enlèves à 49, multiplié par 6, ça fait donc 280 € tout rond. La carte vient avec. OK, c'est très clair et bah, donc effectivement ça inclut voilà, c'est très clair, les 6 bouteilles, c'est inclus dans le forfait. Ouais. Et alors, il y a très prochainement, hein, le 12 octobre, un événement particulier. Enfin, je pense que tu vas pouvoir nous dévoiler quelque chose. Oui. On est le 9 octobre quand on enregistre. Cet épisode sortira normalement le 16 octobre, si tout va bien. Ça veut dire que c'est déjà lancé normalement, mais je te laisse dévoiler un peu les détails de ce lancement. Donc, on a fait 2 choses. On a donc créé une whitelist à travers ce petit questionnaire dont je te parlais, qui a été envoyé à nos clients, qui a été aussi envoyé à notre partenaire qui s'appelle Intercellar et qui ont monté le Wine Bottle Club. Donc, ils ont aussi une communauté qui souhaitait participer. Et donc, des gens ont pu répondre en avant-première un peu et rentrer dans la liste d'attente, la whitelist, pour le 12. Donc le 12 sera mis en vente, enfin le 11 sera mis en vente auprès de la whitelist qui s'est manifestée, donc on offrira aux gens d'acheter un jour en avance le drop, la carte. Le 12, la vente deviendra publique. On gardera un petit nombre de cartes pour nous parce qu'on sait qu'il y a toujours des clients qui vont se réveiller un peu tard et qui vont pas être contents d'avoir manqué le truc. Donc à partir du moment où tout aura été vendu, ce qui devrait probablement se passer. Voilà, il y aura une nouvelle liste d'attente qui va se mettre en place. Et donc, comment participer? Puisque ce message sortira donc après le 12, il faudra s'inscrire sur la liste d'attente, donc le Typeform, et elle est disponible sur tous nos réseaux sociaux, principalement LinkedIn, Instagram. Et donc, c'est le moyen le plus sûr de rentrer dans la liste d'attente pour accéder à une carte s'il n'en reste pas de disponible. D'accord, OK. De toute façon, je mettrai tous les liens en description de cet épisode, donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur les liens et vous aurez accès directement à Oui, merci. cette vente et à ce questionnaire.
Je reviens sur une chose, donc Wine Bottle Club, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça doit vous dire quelque chose parce que j'ai interviewé Louis de Bonnecaze, une fois dans ce podcast-là, donc n'hésitez pas à aller, heu, écouter cet épisode. On parle effectivement de Wine Bottle Club, aussi d'Intercellar, donc il y a toute une nouvelle économie, un nouveau système qui est en train de se mettre en place autour du vin, donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode avec Louis de Bonnecaze, que tu connais très bien du coup, Très bien je sûr, pense. Voilà, vous travaillez ensemble. oui. Donc c'est fabuleux tout ce qui est en train de se faire autour du vin et cette modernisation de l'approche du vin à travers l'investissement, à travers la consommation. Donc voilà, je vais maintenant fermer cette grosse parenthèse Edmus pour me rebasculer sur tout ce qui est wine tech, parce que je pense que c'est aussi très intéressant pour l'audience de voir toutes les perspectives d'évolution du vin, de l'industrie du vin. Est-ce que tu es le président de la wine tech? Tu peux Oui. nous dire, voilà, nous rappeler juste quelle est sa mission et peut-être les cas d'utilisation. Tu as dit qu'il y avait beaucoup de startups qui se lançaient avec même des gros fonds. Quelles sont les perspectives que toi tu vois émerger dans les prochaines années autour de la wine tech? D'accord. En préambule, je dirais juste la WineTech, je veux vraiment rappeler que c'est une association loi 1901, donc c'est une association de bénévoles. Hein, c'est les membres du bureau qui sont des élus qui représentent l'ensemble des collèges de startups qui en font partie. Et l'idée, c'est vraiment de braquer les projecteurs sur ce secteur-là qui a besoin, comme toutes les startups, hein, de financement, de clients, de visibilité. Donc voilà ce que fait la WineTech, c'est de créer des événements, créer des livres blancs, comme on avait fait en janvier de cette année, janvier 22, on a créé un livre blanc avec une dizaine de startups sur le Web3, la révolution Web3 et le vin. Il est en téléchargement sur le site de la WineTech, et en 10 points, on explique comment ces technos vont durablement impacter le monde du vin. Donc, la WineTech, c'est ça, ce sont ces startups à la base, et puis maintenant c'est plus large, c'est aussi un écosystème, puisqu'on a des gros partenaires qui nous ont rejoints, qui sont intéressés par l'innovation dans ce secteur-là, que ce soit des deux grands domaines viticoles, que ce soit des banques, que ce soit le groupe LVMH, Champagne Bollinger, Crédit Agricole. Enfin voilà, on a plein d'entreprises comme ça qui nous aident à développer ce secteur. Euh, Quand on regarde, en fait, ça va de la vigne, ce qui se passe vraiment au tout début, jusqu'au verre de vin qui t'est servi et qui est présenté. Donc, on retrouve d'un côté du spectre des drones, des robots, des capteurs, des images satellites d'analyse de vignobles. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses très, très, très novatrices sur lesquelles la France est vraiment en avance. Et puis, à l'autre bout, vous avez des systèmes d'aérateurs connectés, de services de vin ou de verre. Enfin, il y a vraiment des tas de choses qui sont prodigieuses. Pour répondre à ta question sur les tendances et qu'est-ce que l'on voit. Donc, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé, c'est tout l'impact des technos Web3 qui, à mon sens, peuvent vraiment créer cette révolution du numérique dans le monde du vin. Ça me paraît vraiment une direction claire. La deuxième que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi autour des thèmes de la désalcoolisation. On a 3 startups qui sont sur ce secteur-là, qui permettent de rendre les vins plus bas en alcool, tout en conservant des conditions organoleptiques vraiment très favorables, surprenantes. Et donc voilà, on a, comme dans les bières, hein, on a des bières 0% qui arrivent, qui sont déjà là. Et donc dans le vin, c'est aussi en train de se produire. Donc ça, c'est un secteur, enfin, c'est une activité qui est vraiment importante. Le troisième que moi je vois et qui est vraiment impactant, je trouve, c'est toutes ces entreprises qui aident à rendre la filière plus responsable. Je le mets vraiment au sens large, hein, responsabilité, sustainability, comme disent les anglo-saxons, mais c'est vraiment le côté comment on utilise moins de pesticides, comment on réduit sa consommation d'eau, comment on utilise moins de carbone dans son process. Enfin, voilà, etc., etc., etc. Et donc, il y a plein de startups qui sont là-dessus. On prépare un livre blanc, le prochain livre blanc qui sera disponible en février 2024, et autour de justement la responsabilité et sustainability. Parce que voilà, il y a des consommateurs, il y a un marché qui demande à l'être, des vignerons qui sont biodynamiques, ils veulent pousser le travail plus loin. Ils veulent des bouteilles peut-être qui consomment moins d'énergie, moins de verre, peut-être des bouteilles recyclées, recyclables, peut-être des nouveaux matériaux. Donc voilà, quand tu penses que 40% du bilan carbone d'une bouteille, ben, c'est juste le verre de la bouteille.
c'est lourd, ça casse, il faut de l'énergie pour le fondre, enfin voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Comment on peut peut-être, comme le font certains, réutiliser des bouteilles? Les récupérer, les laver, les remettre dans le circuit, plutôt que de casser le verre, le fondre et donc voilà, voilà vraiment, je pense les 3 pistes, qui permettent aujourd'hui de dessiner un peu l'avenir de la filière et ce que ces startups nous réservent, nous proposent. Je passerai bien sûr, pas sous silence toutes les startups qui permettent des approvisionnements en circuit court, donc directement du consommateur, enfin pardon, du vigneron, là, de la cave jusqu'à la table, en évitant, les transports, les intermédiaires, qui pourraient être, sans valeur ajoutée. Donc voilà comment se dessinent, un peu les grandes tendances et voilà, on n'a pas encore de licorne, hein, dans le monde des startups, et du vin, mais peut-être que s'il y en a une, la prochaine, qu'elle soit française, ce serait pas mal, hein. Si on veut rester leader mondial du vin, il faut qu'on ait des startups qui nous aident comme ça. Donc appel au pouvoir public, intéressez-vous à ce que font, les wine tech, c'est bon pour la France. Ah ouais, ce serait bon pour la France et puis effectivement, on est quand même les références dans le domaine, donc c'est bien Ah de oui. garder cette longueur d'avance, en utilisant la technologie parce que, inévitablement ça va arriver un peu de partout, donc autant avoir cette longueur d'avance. C'est intéressant, c'est passionnant, je pense, ces nouvelles technologies qui arrivent pour, proposer des nouveaux usages, des nouveaux services. Il y a quelque chose souvent dans le Web3 et donc là, c'est un peu une discussion ouverte, hein, que je réfléchis en temps réel, on va dire. Le Web3 souvent ça recrée du lien entre, je dis n'importe quoi, mais dans l'industrie musicale, ça va être entre les artistes et les fans, dans l'industrie du sport, ça va être entre les joueurs et les supporters. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi justement, ce Web3 entre les consommateurs de vin, les passionnés de vin, les vignerons? Est-ce que tu vois que déjà il y a des effets du Web3 à ce niveau-là? Vous êtes en train de mettre en place tout plein de mécanismes qui permettront ça, hein, je pense que on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu le ressens déjà qu'il y a des nouvelles affinités avec la communauté, des nouveaux usages qui se développent à ce niveau-là? Mais c'est clair, c'est clair que c'est la direction que ça prend. Enfin, cette notion, ce que je disais, enfin de communautaire, de communauté organisée, structurée, agile, communicante, c'est vraiment ce dont a besoin le monde du vin et le problème, c'est que souvent le vigneron tout seul, il est un peu désintermédié du consommateur final, de la personne qui boit sa bouteille. Il ne sait pas vraiment ce qu'elle en a pensé, s'il a aimé, pas aimé, avec quoi elle a mangé, où elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a écouté quand voilà, qu'est-ce qu'elle lisait, enfin, voilà, il y a tout plein de choses et que le vigneron, il ne sait pas forcément. Et donc ouvrir ce canal direct de communication, de feedback, hein, c'est une porte qui est juste prodigieuse. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec le Club Enmus, hein. C'est vraiment avoir nos consommateurs, mais en direct. Donc on va loin, puisqu'on crée ce groupe WhatsApp en direct vers nous. Moi, je leur posterai des photos, je ferai des visios depuis les vignes. Enfin voilà, on va les amener avec nous, on sera moins seuls. On va les amener avec nous dans notre travail. Après, les gens prennent ou prennent pas, hein, si ça les intéresse, mais je pense dans cette volonté qui est de donner du sens, de créer du lien, les outils Web3, ils sont juste mais prodigieux. Enfin, il faut pas s'en priver, quoi. Eh ben, ça termine très, très bien cette conversation. Je te laisse quand même une dernière chose à rajouter. Si tu veux partager quelque chose à l'audience, sache que tu as carte blanche là pendant 2 minutes, donc n'hésite pas, tu as 2 minutes de carte blanche, donc si tu veux partager une dernière chose, voilà, n'hésite pas, avec plaisir. Non, je vais juste peut-être dire 2 mots sur la consommation responsable et parce que le vin, il faut pas l'oublier. Enfin, le vin, c'est de l'alcool et l'alcool, ça peut être prodigieux, mais c'est toujours à consommer avec modération. Il faut savoir boire. Il faut savoir à quel moment on boit, à quel moment on ne boit pas, avec qui on boit déjà. Et je pense que c'est ce qui est prodigieux dans le vin, c'est que c'est un produit de partage, c'est un lien social juste mais incroyable. Donc voilà, il faut en avoir pleine conscience. De tout ça, s'éduquer. La meilleure façon, c'est de goûter. C'est j'aime, j'aime pas, hein. Il ne s'agit pas forcément de prendre des cours d'onologie ou d'aller vouloir devenir un sommelier ou un onologue, mais c'est vraiment c'est déguster et puis faire confiance à son goût. Il y a que ça qui compte au final, le j'aime, j'aime pas. Et donc voilà, faire de ces moments des moments choisis. Quand vous choisissez une bouteille pour la boire avec une personne, à un moment, un repas, un apéritif, peu importe, voilà, enfin, il y a de l'intention. Quand on offre une bouteille, ça dit autant de vous que de la relation que vous voulez avoir avec cette personne. Donc, le vin est porteur
depuis l'éternité de ce partage, il délie les langues. Attention, je dis bien toujours avec modération, mais voilà, il fait tomber certaines barrières. Et donc, c'est un produit qui est juste extraordinaire. On l'offre, on le garde, on le ressort, il a voyagé dans le temps. C'est un produit on remonte dans le temps quand on boit du vin. On va boire un 2010. Tiens, mais qu'est-ce qui s'était passé en 2010 ? Et donc, il n'y a aucun produit, alors les spiritueux aussi, mais je les mets un peu dans la même catégorie, mais qui vous font comme ça voyager dans le temps et revenir sur qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là. Donc voilà, j'allais dire, buvez du vin, soyez raisonnable, choisissez comment, choisissez avec qui, et c'est un bonheur de transmission. Voilà, c'est quelque chose qui fait de la France aussi cet art de vivre que l'on nous envie. Et donc, il faut savoir le perpétuer, il faut savoir le faire à notre façon, et puis le transmettre aux autres, parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte. Eh bien, écoute, j'espérais pas meilleur mot de la fin pour cette interview. Merci encore, Laurent. Merci à toi. Voilà. Je me suis un peu lâché, désolé, je suis parti, je ne sais pas trop où, mais... Bon, non, mais c'est super, parce qu'on a balayé plein de choses et on finit sur une touche très, très sympa, qui sort un peu de ce contexte d'épisode. Donc moi, c'est parfait, ça me va très bien. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, et puis j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. De cette opportunité que nous offre et de nous ouvrir ton micro. Merci. Eh ben, c'est un vrai plaisir. Merci Laurent, salut à tous. À bientôt.